chère maman, chère grand-maman, chère future maman, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez forcément un adolescent dans votre entourage. Alors, un adolescent, un teenager, de nos jours, en tant qu'adolescent, il peut s'agir d'un enfant de 7 à 8 ans, d'un enfant de 13, 14 ans, 15 ans, voire 30 ans, voire parfois peut-être que vous avez un adolescent de 60 ans dans votre entourage et vous aimeriez apprendre comment l'aider peut-être à mieux gérer ses crises, comment l'aider à mieux grandir, peut-être comment vous aider. Et alors pour ça, nous avons une chance exceptionnelle d'accueillir ce soir Axel Fuss. Alors, Axel, bonsoir. Bonsoir. Alors Axel, tu es guide parental. Exact. Et donc ce soir, tu vas nous parler d'éducation et donc plus précisément en fait de tout ce passage, de cette transition qu'est l'adolescence. Alors déjà, on connaissait le principe de conseillère parentale, conseillère familiale. Guide parental, c'est une nouvelle notion. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence? En quoi ça consiste d'être un guide parental? Alors, moi, j'aime bien ce mot guide parental parce qu'en fait, quand on dit coach, on a tendance à avoir besoin de conseils ou on veut des conseils. En fait, moi, je sens que c'est plus l'apprentissage d'une nouvelle approche. Quand je fais mes ateliers, par exemple, j'enseigne l'approche FR. Donc, j'enseigne une nouvelle manière de regarder la parentalité et l'éducation. D'accord. C'est-à-dire que, alors c'est aussi du conseil. Tu conseilles les mamans, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que… Mon rôle, c'est plus de donner des outils aux mamans pour arriver au résultat qu'elles désirent, mais pas à un résultat déjà prédéfini. C'est-à-dire que je vais poser des questions, c'est pour ça que ça s'appelle guide, parce qu'en fait, on va arriver à ce que la maman veut elle-même. D'accord. Donc, en fait, tu l'accompagnes plus. Tu l'accompagnes là où elle voudrait arriver. D'accord, ok. C'est plus un accompagnement. C'est pour ça que le mot guide, il est plus que conseiller. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'amènes vers quoi? Vers une autonomie parentale? Vers la maman qu'elle rêve d'être. Qu'elle rêve d'être elle-même. Pas l'idéal tel que nous, on se le fixe, mais qu'est-ce qu'elle voudrait. D'accord. Exactement. On a tendance aujourd'hui à chercher dans les livres des réponses aux questions qu'on a en nous en tant que maman et on cherche des recettes toutes prêtes. Par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre un enfant propre? 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment nourrir son enfant? On a perdu l'intuition maternelle qu'on a tout en nous, un instinct comme ça qui est en chacune de nous. Et en fait, quand on fait l'atelier chez FR, on s'aperçoit, quand on apprend cette approche, on s'aperçoit qu'on a toutes les réponses en nous et qu'il suffit en fait de les chercher. D'accord. De les chercher, d'écouter les réponses, d'avoir un guide pour nous aider à écouter nos propres réponses et comment y arriver. D'accord, ok. C'est nouveau comme fonction de faire. C'est vrai que, comme tu as dit, on a l'habitude toujours d'avoir de grands stigmatismes de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Mais là, il y a une reconnexion à la maman, une reconnexion qui est naturelle, à la maman naturelle en fait. Exactement. À son propre rôle de maman. Exactement. Parce qu'on est toutes différentes. Et pourtant, quand on demande, et nos enfants sont tous différents, tous les individus sont des êtres uniques. Et en fait, souvent dans l'éducation, on attend des recettes, des petits trucs et astuces, comment faire avec les enfants. Mais du fait que tous les enfants sont différents et que toutes les mamans sont différentes, les relations maman-enfant sont différentes. Donc, c'est pour ça que moi, je donne jamais de trucs et astuces. Ça veut dire, c'est pas mon domaine. D'accord, ok. Il n'y a pas de grands trucs. Il y a la relation de la maman et de l'enfant. Ok. Alors, c'est vrai qu'on passe différentes phases au niveau de l'éducation de nos enfants. D'abord, on va mettre au monde des enfants. On va apprendre un petit peu à prendre le contrôle, à fixer un rythme à la maison, à donner des clalim, des principes. Et puis vient un moment où la maman sent qu'elle perd un peu le contrôle de son enfant. Peut-être même qu'elle rencontre un enfant qu'elle ne reconnaît pas forcément, qu'elle n'a pas
qui lui semble pas être l'enfant qu'elle a éduqué. Et donc là, c'est là que se crée, il y a quelque chose qui se passe. Et ça s'appelle en fait, ça s'appelle l'adolescence. Et là, elle est en proie à une vraie impuissance. Alors, peut-être que tu peux nous dire pourquoi l'adolescence, justement, est-elle une transition tellement particulière dans la vie de l'enfant? Qu'est-ce qui s'y passe? Alors, l'adolescence… Pardon? On t'écoute. On est tout ouïe. L'adolescence, c'est en fait, si on regarde, un stade de développement physique de l'enfant. Et on a tendance à croire dans notre société que c'est une phase psychique très difficile. Mais si en fait on regarde, on observe objectivement, on peut s'apercevoir qu'en fait cette phase de la vie, c'est la plus belle phase qu'on a. On n'est plus vraiment un enfant, on a déjà une compréhension intellectuelle déjà beaucoup plus développée. On n'est pas encore tout à fait un adulte, ça veut dire qu'on n'a pas toutes les responsabilités d'un adulte avec un travail, d'assumer une famille et tout ça. Mais on a en potentiel toutes les forces vives de la jeunesse. Et donc, en fait, ce passage à l'âge adulte est une transformation physique, hormonale, mais ça doit être, en fait, si on revient à l'origine de l'humain, ça doit être la plus belle partie de sa vie, où tout est ouvert devant lui, il a la force de choisir son nouveau chemin, il est en train de devenir un adulte en potentiel, donc il est en train vraiment de se forger. C'est une période magnifique. Et ce que tu dis tout à l'heure, quand tu dis on a l'impression de plus reconnaître l'enfant qu'on a éduqué, quelque part c'est vrai, puisque l'enfant est en train de se développer et est en train de faire l'apprentissage de la vie. Donc il est en train de découvrir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, quels sont mes vrais principes, quelles sont mes valeurs. Il a déjà en lui toutes les valeurs qu'on lui a inculquées et il arrive à l'âge où il va tester toutes ces valeurs pour les faire siennes. D'accord, c'est-à-dire que, en fait, il va tenter de nouvelles expériences aussi. Alors, je crois que c'est beaucoup aussi ce qui fait peur aux mamans, c'est ces nouvelles expériences, et qui peut-être est mal vécue chez la maman, enfin chez les parents en règle générale. C'est-à-dire que tu veux dire que les parents ont des appréhensions parce qu'eux-mêmes l'ont mal vécu? Non, parce que, en fait, ils voient l'enfant devenir plus autonome, comme tu dis, c'est-à-dire qu'il va être amené à vivre davantage d'expériences, peut-être à tenter davantage de choses. Et ça fait peur quelque part parce qu'on a l'impression de perdre le contrôle, que notre enfant nous file entre les doigts. Et on a peur. On a peur. Qu'est-ce qui va se passer? Des choix qu'il va faire, des décisions qu'il va prendre. Comment reprendre le contrôle? Alors, d'abord, la première question, c'est faut-il reprendre le contrôle? Le but de l'éducation, à mon sens, c'est de montrer la voie aux enfants, de les éduquer, de leur donner des principes, de leur donner des valeurs et de faire d'eux des humains responsables et adultes qui vont assumer la société du futur. Il y a une phrase de Françoise Dolto que j'adore qui dit on ne sait jamais pour quel futur on va éduquer nos enfants. Okay. C'est-à-dire que nous, on a dans nos mains la responsabilité de les éduquer et eux, ils ont la responsabilité de prendre cette éducation et d'en faire leur valeur du futur, de devenir des adultes. Donc, notre envie de contrôle, notre envie de savoir ce que l'enfant va faire, de diriger les actes de l'enfant, en fait, de notre envie de les voir réussir dans la vie, de les voir aller dans le bon chemin, le chemin que nous, on leur inculque. Mais ce n'est pas réellement notre travail. Après, c'est sa responsabilité. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe justement? Tu nous as parlé que c'était juste on va dire, une transformation qui était essentiellement physique, cette transition du passage de l'enfant à l'adulte. Et pourtant, on voit bien qu'au niveau émotionnel, qu'au niveau de la société,
Parfois il se met en retrait de la société ou alors il se met en retrait de la famille ou c'est accompagné de certaines crises comme ça qui semblent être des crises. Alors, est-ce que c'est valable pour tous les enfants dans toutes les familles? Est-ce que c'est propre à l'enfant? Est-ce que c'est propre à la famille? Est-ce que c'est propre à un style d'éducation? Pourquoi il y aurait cette crise-là, ce qu'on appelle les crises d'adolescence aujourd'hui? Alors, je crois que dans notre société, c'est très répandu la crise d'adolescence parce que l'enfant qui est en train de devenir à l'âge adulte a toutes ses forces vives en potentiel, mais il ne les exprime pas. C'est-à-dire, si on regarde dans le passé, si on regarde dans le passé, on va s'apercevoir que le jeune, l'adulte en devenir, donc on va dire entre 12-13 ans et la vingtaine, commençait déjà à assumer de grandes responsabilités, que ce soit des responsabilités familiales, que ce soit aider ses parents dans les revenus familiaux, c'est-à-dire qu'il sortait travailler beaucoup plus jeune. On comptait sur lui, il avait une place dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, ces forces vives qui se trouvent dans l'enfant ne trouvent pas de résonance dans sa place dans la société. C'est-à-dire qu'il est un élève, on lui demande de se restreindre et de répondre à des lois et des règles très strictes qui ne le laissent pas réellement s'exprimer. On lui demande de recracher des matières apprises pour le baccalauréat, on lui demande de rentrer dans le cadre, de rentrer dans le moule, et si l'enfant ne trouve pas une place où il peut exprimer sa créativité et son potentiel, et son don de la société, il se retrouve en fait démuni et il se sent inutile. D'accord. C'est-à-dire que, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est une société dans laquelle on va le forcer quelque part, se le forcer à se conformer à certaines choses qui ne sont peut-être pas forcément lui, ou en tous les cas qui ne trouvent pas un écho à son réel besoin de s'exprimer dans tel ou tel domaine. Et là, il se sent perdu, c'est ça? Un petit peu. Même si c'est inconscient, même si ce processus est inconscient, il y a un décalage entre le quotidien du jeune et ce qu'on attend de lui, de la part de la société, de la part de ses parents, et la force et le potentiel qu'il y a en lui. Et ce décalage crée cette crise. C'est ce qu'on voit souvent des fois des jeunes qui sont en déchéance ou des jeunes qui sont en dépression. Cette dépression vient de l'inactivité ou de la non-expression des forces vives qui se trouvent dans l'humain. D'accord. Alors, quand tu parles des forces vives, c'est quoi? C'est faire du karaté, c'est faire du foot, c'est de quelle force? Ça veut dire, oui, ça peut être une expression. Le sport, c'est toujours une expression et c'est toujours une approche positive de la vie parce que c'est sain, parce qu'on dépense des énergies, mais aussi parce que ça donne une discipline et une responsabilité. Par exemple, quand on joue au foot, tout le monde compte sur toi pour mettre des goals. Je veux dire, des buts. Le karaté aussi, je veux dire, c'est une interaction avec les autres humains. Ouais. Mais encore plus que ça, moi, j'aurais parlé de vraies responsabilités au sein de la société. Si c'est du bénévolat, les mouvements de jeunesse, les écouter leur expression, leurs attentes de la vie. C'est eux qui vont faire la société de demain. Mais quelque part, et on les muselle. Un avis est-ce qu'à cet âge-là, ils sont capables réellement de savoir ce qu'ils veulent ou d'émettre un véritable avis? Évidemment, ça dépend de comment on les a éduqués jusqu'à maintenant. Mais je pense qu'il y a entre le parent et l'enfant et entre les professeurs et l'enfant, on voit aussi certains professeurs qui sont j'ai envie de dire des jardiniers, c'est-à-dire qu'ils savent faire éclore le jeune et ses idées. C'est-à-dire qu'il y a des professeurs, en donnant la responsabilité de la réflexion intellectuelle ou en donnant la responsabilité des actes, il y a des écoles où on promouvoit la responsabilité des élèves, beaucoup plus que d'autres écoles.
Mais par exemple, le système français dans lequel nous, on a grandi, par exemple, il est assez étouffant. Mhm. Tu veux dire qu'on nous a mis un peu on nous a fait grandir dans un cocon, dans un système d'assistanat dans lequel l'enfant n'arrive pas, ou ressent peut-être même pas le besoin, ne développe pas ce besoin en fait d'expression de ses forces vives. Exactement. Je pense qu'il n'en est même pas conscient. Hein. Je pense qu'on parle maintenant d'un phénomène dont le jeune n'est pas réellement. Mais à nous de reprendre conscience de ça en tant que parents. Exactement. Et quand c'est une dynamique, comme entre tous les humains, quand on va te donner la responsabilité, comme dans un travail ou quoi, quand on va te déléguer des responsabilités, tu vas les prendre et tu vas savoir que tu en es capable parce qu'il y a quelqu'un au-dessus qui compte sur toi. C'est la même chose avec le jeune. Quand on va commencer à lui déléguer des responsabilités, ça peut être des tâches ménagères à la maison, jusqu'à ses études. Des fois, il y a des parents qui contrôlent les études de l'enfant jusqu'au bac. Je veux dire, si tu lui donnes la responsabilité, il va la prendre. D'accord. Ça veut dire, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, par exemple, tu as parlé de bénévolat. Ça veut dire qu'en fait, plus on implique un enfant dans la société, ou la société, ça peut pas être la société à grande échelle, mais ça peut être la petite société qui est la famille. En tous les cas, plus un enfant se sent impliqué, et plus ça le protège justement de ce mal-être, de ces crises, est-ce que ce serait ça la solution? De l'impliquer davantage? Je pense que c'est pas une solution. Je pense que c'est un mode de vie. Que ça doit ça ne doit pas venir parer à une crise d'adolescence. Je pense que ça vient, Birlal, en prévention d'une crise d'adolescence. C'est-à-dire que quand on réfléchit à la nature humaine, on voit que la crise d'adolescence, elle est apparue avec ce phénomène de société de consommation, d'insécurité qui fait qu'on veut protéger les enfants beaucoup plus tard, on les laisse moins sortir tout seuls. C'est un système qui nous a amené à cette crise d'adolescence. Alors que si depuis tout petit, on l'investit d'une responsabilité, l'enfant, il va comprendre qu'il est important pour la société. De la même manière qu'à 13 ans, par exemple, un garçon et 12 ans à une fille deviennent personnes à part entière du peuple juif et qu'on les investit d'une responsabilité, ils sont responsables devant Dieu d'assumer les mitzvot et d'assumer leur place dans le peuple juif. De la même manière, ils sont responsables d'assumer leur place d'humain dans la société. D'accord. Ok, ça veut dire que, en fait, dans l'idéal, c'est quelque chose qu'on doit essayer de construire chez l'enfant avant cette application. Là, il y a une question intéressante. Alors, j'ai pas encore la possibilité de voir les noms parce que ma connexion est un peu lente. Mais en tous les cas, il y a une dame qui nous demande, est-ce que 11 ans, c'est déjà l'adolescence? C'est-à-dire que même j'ai presque 11 ans. Est-ce qu'à 11 ans, on peut dire que c'est déjà un adolescent? Alors, à nouveau, oui. Oui. Pourquoi? Parce que la définition aujourd'hui de l'adolescent, c'est vraiment cette transformation physique, la définition que moi je donne. Donc, si à 11 ans, un enfant a déjà cette transformation physique, hormonale, ce qui arrive très couramment aujourd'hui, oui, on peut le considérer comme un adolescent. D'accord. Ok. Et donc, à ce moment-là, voilà, ça venait rejoindre ma deuxième question. C'est-à-dire, est-ce que à quel âge on doit commencer à impliquer l'enfant dans la société? À quel âge on peut commencer à lui donner ses responsabilités, justement, qui vont lui permettre, selon ce que tu dis, de sentir un sentiment, alors peut-être d'appartenance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, à la société, un sentiment d'appartenance. À partir de quel âge on commence à inculquer ça à l'enfance, ce sens des responsabilités? 2 ans. Est-ce qu'il faut attendre l'adolescence avant? Dans le ventre, peut-être même. À la naissance. Ok, d'accord. Pourquoi si tôt? Pourquoi si tôt? Alors, j'explique. Je développe. Dès que l'enfant naît, il est investi déjà de son futur, d'accord? Donc, il va faire partie, il est déjà un adulte en devenir. Et quand on s'adresse à l'enfant en le regardant
en tant que tel, en tant qu'adulte en devenir, on le responsabilise de suite beaucoup plus. Par exemple, mon petit de 3 ans qui renverse son bol de cornflakes parce qu'il est maladroit. Je peux lui crier dessus et lui dire ouais, c'est pas possible, tu as fait tomber ton bol, mais qu'est-ce que tu fais, nanana, truc, je dois nettoyer, machin. Ok, parce que ça recommence tous les jours. Ou je peux lui dire tiens, regarde, il y a une pelle et une balayette, nettoie. Ok, il y a une pelle et une brosse, nettoie. Quand je lui dis ça, je l'investis de sa participation à la famille en fait. Et quand je lui dis c'est pas grave, tu as fait quelque chose, moi aussi des fois je fais des bêtises, prends la pelle et la brosse et nettoie. Maintenant, c'est la même chose avec tous les âges. Maintenant, notre rôle, c'est d'informer l'enfant de comment ça se passe la vie, quelles sont les conséquences de nos actes, comment on grandit, comment on participe, comment on fait attention aux autres autour de nous, à la société. Maintenant, évidemment que si on n'a pas commencé à 2-3 ans et que notre dialogue est différent avec les enfants, c'est parce qu'on est dans le souci d'éducation et qu'on veut toujours bien faire et être des mères parfaites et que tout soit toujours nickel et tout ça. Alors des fois, c'est plus facile, effectivement, à 2-3 ans, de faire soi-même les choses que de déléguer des responsabilités à des petits. Mais au fur et à mesure de l'âge, les enfants peuvent prendre des responsabilités qui les concernent. D'accord. Et en fait, ces responsabilités-là vont être comme une immunité, en fait. Elles vont être comme le vaccin qui va venir en les impliquant dans la société, en leur faisant développer ce sentiment qu'ils appartiennent à un groupe, qu'ils ont un devoir, en fait, envers la société. Ça leur permet de passer mieux ce stade de l'adolescence. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu peux développer un peu cette nuance-là? Pourquoi justement cette implication dans la société, ce sentiment d'appartenir à la société, de se sentir ce devoir envers la société, envers la famille, ou ça peut, au moment de l'adolescence, l'empêcher de faire des bêtises ou pourquoi? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Parce que, comme on l'a dit, d'abord, je veux juste préciser quelque chose. Quand tu parles de vaccin, c'est pas un vaccin. C'est pas parce que je ne vais pas éduquer mon enfant à être responsable pour pas qu'il tombe dans une crise d'adolescence. C'est très important. Ça veut dire, je vais éduquer mon enfant en tant qu'être responsable parce que c'est la nature même de l'éducation. Ah, d'accord. Et je ne suis pas en prévoyance d'une crise. Je suis, au moment même où il est petit, dans mon rôle d'éducatrice, dans mon rôle de maman, de montrer le chemin. Okay? Cette crise-là, c'est différent. Maintenant, pourquoi un enfant qui se sent investi d'une responsabilité sur sa vie et sur celle des autres ne rentre pas ne tombe pas en délinquance ou ne rentre pas dans une crise d'adolescence difficile parce qu'il a des buts dans sa vie. Okay. Et ça, c'est tout l'être humain. Je veux dire, un être humain qui n'a pas de but, c'est comme un bateau à la dérive. Wow, magnifique. C'est vraiment comme ça. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire que cette crise de l'adolescence est un mythe, en fait? Ça existe, ça n'existe pas, c'est dans nos têtes, c'est dans nos... Est-ce qu'il y a une crise de l'adolescence, réellement? C'est une question piège parce qu'il y a une crise de l'adolescence qui est en fait un phénomène de société. Je sais que je vais choquer beaucoup de mamans en disant ça, mais c'est important de comprendre qu'on vit dans une société de consommation et une société qui est dictée par la psychologie freudienne. Et quand c'est de la même manière que les femmes qui arrivent à 40 ans ou les hommes, l'homme échané, et qui font la crise des 40 ans. Est-ce que ça existe? Est-ce que tous les gens qui ont 40 ans font une crise? Est-ce que 40 ans, c'est pas le plus bel âge? Déjà une formation professionnelle où tu peux t'épanouir, où tu as une plus grande liberté financière parce que tu as déjà installé ta profession et que tu peux te permettre des choses que tu ne pouvais pas te permettre à 20 ans. Ça veut dire c'est
c'est une question de vision. Et cette vision, elle nous est imposée par la société dans laquelle on vit, en fait. Donc, on est habitué et donc on attend la crise. C'est ce qu'on entend toute la journée des psychologues, des magazines d'éducation, des livres d'éducation. Attention, entre 12 et 18 ans, l'enfant va faire une crise d'adolescence. Aujourd'hui, ça commence beaucoup plus tôt. Les gens, des fois, à 9 ans, quand l'enfant fait des caprices, on va dire oh, il commence sa crise d'adolescence. Ou pareil, à 20 ans, 22 ans, mais oh là là, il sort pas de sa crise d'adolescence, c'est pas possible. Alors que la crise d'adolescence, c'est une description extérieure. Et nous, on colle notre réalité à cette description, en fait. C'est inconscient, c'est des processus inconscients, évidemment. Donc, quand un jeune passe une crise d'adolescence, bien sûr qu'il est en souffrance. Bien sûr que sa maman et son papa sont en souffrance. Mais est-ce qu'il est obligé de faire cette crise? Non. Et est-ce que nous, on doit être en panique à l'approche de cet âge dit critique? Non. Il y a d'autres manières de vivre ce passage de l'enfant à l'âge adulte. D'accord. Donc, en fait, tu veux dire que pour beaucoup, c'est un conditionnement de la société? Oui. D'accord. C'est aussi une attente. Il y a beaucoup de choses dans la vie qui dépendent de notre vision de la vie et de notre attente de la vie, de nos croyances. C'est une sorte de dynamique aller-retour entre l'enfant et le parent. Moi, je m'attends à ce que ce soit un âge très difficile et mon enfant me renvoie cette image parce que je vais interpréter tous ces actes dans le sens de mes croyances. Ah, ok. Donc, avant de courir emmener l'enfant chez la psychologue ou l'adolescent, qui n'est plus tout à fait un enfant, parce que il fait des bêtises, peut-être qu'il serait bien qu'on commence à s'interroger en tant que maman sur nos propres croyances. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais. De toute façon, c'est toujours sain de s'interroger sur nos croyances. Ouais, dans toutes les situations de la vie, tu as raison. C'est pas moi en tant que thérapeute qui vais te dire le contraire. C'est mon quotidien. Ok. Alors, tu as dit justement, en fait, donc il faudrait donner davantage de responsabilités aux enfants, voire dès le plus jeune âge. Maintenant, c'est vrai que la plupart des mamans ont peur de donner cette autonomie aux enfants. Elles ont l'impression que plus je vais lui donner de l'indépendance et de l'autonomie, plus loin de le construire, ça va lui donner, en fait, on va dire, davantage de chances de pouvoir faire des bêtises ou de s'échapper ou de leur filer entre les doigts. Qu'est-ce que tu dirais à ces mamans-là? Alors, ça dépend beaucoup de notre confiance dans l'enfant. C'est-à-dire qu'on ne peut déléguer des responsabilités et rendre l'enfant autonome que quand on a confiance en lui. Et par exemple, un enfant de 5-6 ans, on va le laisser mettre la table, par exemple, parce qu'on sait qu'il en est capable. D'accord? On a confiance dans ses capacités. On sait, au niveau du savoir, que notre enfant est capable. D'accord? D'ailleurs, une maman n'a pas la même confiance en tous ses enfants au même âge. D'accord? C'est pas quelque chose qui est écrit dans les livres. C'est un savoir, un instinct de la maman qui sait que son enfant est capable de telle ou telle chose à tel et tel âge. Ok? Donc, on ne va donner en fait la responsabilité à l'enfant que quand on va être sûr qu'il est capable. De la même manière, par exemple, je vais laisser mon enfant prendre le bus tout seul pour aller à l'école quand je vais savoir d'abord que je lui ai enseigné comment faire, que je lui ai montré les stations de bus, que je lui ai montré comment on fait dans le bus et que je sais qu'il est capable de le refaire tout seul. D'accord. Donc, il y a aussi une dynamique à ce niveau-là de responsabiliser, de rendre son enfant autonome. Ça se fait au fur et à mesure des années et ça se fait surtout quand on sait intrinsèquement que notre enfant est capable d'assumer les responsabilités. C'est des choses auxquelles on ne pense pas réellement. Hein. Ce n'est pas des choses qu'on analyse, c'est des choses qu'on fait instinctivement. Par exemple, je rends mon enfant propre quand je sens qu'il en est capable. J'essaye pas à 1 an de le faire propre.
Mhm. Donc, les mères le font déjà, mais elles oublient peut-être au fur et à mesure des étapes de la vie que cet instinct-là, justement. Parce que j'ai envie de dire, ce que tu dis, ça semble aussi être un peu un piège parce que, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait quand, ben, on va dire, alors on ne sait pas d'où ça commence, l'enfant a fait une bêtise, et puis donc j'ai pas confiance en lui, puis donc je le vois dépendant, et donc ben, forcément il est dépendant, il manque de responsabilité, donc il se met en danger, il refait des bêtises, et puis de nouveau j'ai pas confiance, et en fait, c'est l'histoire de l'œuf et la poule en fait. Euh, quand Qu'est-ce qu'on fait quand j'ai pas confiance envers l'enfant? Parce que déjà, il m'a prouvé que je pouvais pas avoir confiance en lui. Ce que j'entends beaucoup de la part des mamans d'ailleurs, de dire, oui, j'aimerais lui faire confiance, je rêve de lui faire confiance, mais il me montre à chaque fois que je ne peux pas lui faire confiance. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Alors, d'abord, ça dépend de quelle bêtise, d'accord? Et ça dépend aussi de comment la Là, on est maman au vit ces stade de bêtises. l'adolescence, donc on parle déjà de bêtises, on va dire ce que nous on voit comme des bêtises, hein, qui n'en sont peut-être pas. De Ça, c'est quoi? aussi à voir. Je dis au stade de l'adolescence. Donc, ce que nous, en tant que parents, on peut voir comme des bêtises, qui n'en est peut-être pas. Là, il y avait un post dernièrement sur Facebook, par exemple, où la maman avait trouvé une cigarette électrique dans le sac de son enfant de 13 ans. Et alors là, bon, il y a eu énormément de commentaires et puis on a pu voir les différentes réactions des mamans. Celles qui disaient laisse couler, c'est de son âge, c'est normal. Et puis il y avait celles qui disaient pas du tout, tu lui enlèves, il faut être strict, il faut être. Mais quoi qu'il en soit, la maman est confrontée à ça, à savoir que ben, aujourd'hui c'est la cigarette électrique. Demain, bah, c'est peut-être la vraie cigarette, et puis après, ça va être un joint, et puis après, et ça peut dégringoler. Et donc, voilà, en tant que danger, en tant que bêtise, on parle surtout dans dans ces choses-là, dans les bêtises qu'on peut faire quand on est adolescent. Ok. Alors voilà cette maman, elle a trouvé une cigarette. Évidemment, la première chose, c'est je ne peux pas faire confiance à mon enfant. Donc c'est lui reprendre encore plus le sens des responsabilités Alors, aussi. ok. Alors, comme ça, il y a beaucoup de choses dans un phénomène comme ça, dans une situation comme celle-là. Il y a d'abord, quelle est ma relation avec mon enfant jusqu'à maintenant? Ça veut dire, si j'ai trouvé quelque chose de déplaisant dans le sac de mon enfant, d'accord? La première chose, c'est, à mon sens, d'ouvrir le dialogue. Parce que notre imagination, elle file à 100 à l'heure. D'accord? Nous, on trouve juste quelque chose qui peut être peut-être anodin pour notre enfant dans son sac. Et nous, dans notre tête, comme tu as dit, voilà, ça dégénère très très vite. Si c'est ça aujourd'hui, demain c'est quelque chose de pire. Et alors ça veut dire que je peux pas lui faire confiance, ça veut dire qu'il me raconte pas tout. Mais à un certain âge, est-ce que l'enfant doit tout raconter à ses parents? Et encore plus, quelle est réellement notre capacité d'intervention? J'explique. Il y a un moment où on comprend que si notre rôle, c'est d'inculquer à l'enfant les vraies valeurs de la vie et de lui montrer le chemin, est-ce qu'en acte, on a réellement un pouvoir de l'empêcher de faire quelque chose? C'est-à-dire, évidemment, en tant que maman, on a toujours peur pour nos enfants et on veut toujours les protéger, les couconner et les empêcher de faire des bêtises, comme tu dis. Ben, on voit ça comme notre rôle, en fait. Bien sûr, on voit ça comme notre rôle. Mais notre rôle a une limite. Et je sais que c'est très dur pour les mamans qui se croient super puissantes. Parce qu'on a envie d'être super puissante. On a envie de pouvoir les protéger de tout. Mais il arrive un moment où l'enfant doit faire ses expériences. Excusez-moi. Il y a un moment où l'enfant va faire des expériences envers et contre tout. Et c'est là que la relation à l'enfant, elle va changer et que nous-mêmes, on va comprendre que notre rôle, il est un peu limité. Alors, il faut se poser plusieurs questions. D'abord, juger l'acte de manière neutre, c'est-à-dire poser des questions. Ça ne veut rien dire de trouver quelque chose d'interdit dans le sac de son enfant ou une bêtise chez son enfant.
Est-ce que c'est à lui? Est-ce qu'il l'emploie? Combien de fois par semaine il emploie? Est-ce que c'est pour faire comme les copains ou est-ce que c'est quelque chose qui lui plaît vraiment? Est-ce que, si ça se trouve, il le garde juste à un copain qui, lui, l'utilise? Et il faut savoir que chaque maman ne va pas réagir de la même manière. Il y a des mamans qui vont être hystériques. Au secours, pitié, mon fils, il dégringole et tout ça. Une autre maman qui va dire, je préfère savoir ce qu'il fait. Au moins, je sais que c'est juste une cigarette électrique. Ou il y a encore une autre qui va dire, oh, mais c'est pas grave, moi aussi à son âge, je fumais. Oh, bon, c'est pas très grave. Hein. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte d'abord, première chose. C'est-à-dire, aller et ouvrir le dialogue avec son enfant. Et savoir ce qu'il en est réellement, parce que notre imagination, à nouveau, elle court. Notre imagination, elle dégringole très très vite parce qu'on a peur. C'est notre peur. On est dirigé par nos peurs de maman. Notre peur crée tout un meilleur pour eux. Voilà, elle crée en fait des films qu'on se fait visionner dans nos têtes, et en réalité, on vit plus dans ces films que peut-être dans la réalité. Bien sûr, il faut peut-être aller vérifier quelle est la différence entre mon imagination et la réalité déjà avant de réagir. C'est ça que tu veux dire. En fait, c'est exactement ça. Comme tu viens de dire, la réalité des gens, c'est de comprendre que mon enfant est une entité à part entière en dehors de moi. Et ça, c'est le plus dur pour nous. On les a mis au monde, on a tout donné pour eux, on les a fait grandir, on s'est sacrifié. Et d'un coup, on comprend à l'adolescence que non, on a en face de nous un adulte différent de nous qui va devoir assumer un chemin de vie qui lui appartient. Et en fait, quand on a peur de cette expérience, on a peur de ce qu'il va devenir. Mais pour qu'il sache, il faut bien qu'il les passe, ces expériences. Ok. Alors, justement, là, c'est un point très intéressant que tu viens de soulever. Parce que c'est vrai qu'on rencontre beaucoup, bon, peut-être moi je le rencontre encore plus peut-être dans mon cabinet quand j'ai affaire à des mamans, mais il y a beaucoup cette histoire de projection en fait, que l'enfant va être le reflet de ma réussite ou de mon échec. C'est interprété beaucoup comme ça chez les mamans. Est-ce que tu rencontres aussi toi aussi beaucoup ça dans tes ateliers? Évidemment. Peut-être tout le temps même. On a envie que nos enfants soient notre continuation, mais pas que ça. On a envie que les enfants, que leur comportement reflète la bonne éducation qu'on leur a donnée. Et c'est ça le danger. C'est de comprendre que notre responsabilité de maman, elle s'arrête à ce que nous, on doit faire, à notre devoir. Notre devoir, à nouveau, c'est d'éduquer, d'enseigner le bon chemin, mais on ne pourra jamais agir à la place des enfants. Les enfants, malheureusement, ont le libre arbitre. Et donc, on aimerait bien des fois pouvoir les forcer à agir ou leur donner une manière de se comporter, leur imposer une manière de se comporter. Mais c'est impossible. Et tant qu'on a cette illusion, qu'on est capable d'imposer un comportement à nos enfants, on est dans la frustration. D'accord. Donc en fait, c'est lui donner de l'autonomie plus seulement dans les actes, mais aussi au niveau émotionnel de nous. En fait, c'est à nous de couper le cordon, c'est pas à eux. On a l'impression que c'est eux, mais c'est peut-être à nous de dire voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, l'un n'arrive pas à couper le cordon si l'autre ne le fait pas. De se dire que mon enfant est une entité à part entière, il n'est pas ma continuité, et il a le droit de choisir un autre chemin que le mien. Évidemment. Au niveau en tous les cas, au niveau émotionnel, de se dire ça au niveau émotionnel. Et c'est là que notre rôle, à tous les niveaux, que ce soit émotionnel, que ce soit religieux, que ce soit de ses actes, il va choisir. On ne peut pas l'empêcher de choisir. Le libre arbitre. Maintenant, ce qu'on peut faire, et c'est ça qui est important quand, par exemple, comme l'exemple que tu donnais de la cigarette, c'est important et c'est notre rôle de l'informer. C'est notre rôle de lui dire, tu sais, quand on fume, ça peut emporter des conséquences graves sur ta santé, sur la santé des gens qui t'entourent, sur ton comportement, sur ton porte-monnaie. C'est cher de fumer. Sensible.
Pardon? Le toucher à la corde sensible. Oui, mais pas, c'est pas. Mais quand je fais ça, voilà, il faut venir de manière saine et de manière objective. Je vais pas le menacer. Si je suis dans la menace, ça veut dire que je suis pas sortie de la dynamique problématique. Si je suis dans la menace, je te préviens, hein, si tu fumes, tu vas avoir un cancer. T'es fou ou quoi? N'importe quoi? Non, non. Ça veut dire, si je suis là-dedans, c'est que je suis encore, c'est ma peur qui me dirige. D'accord? Mhm. Mais si je suis un parent responsable, qui reste dans mon rôle de parent, alors je vais pouvoir en parler avec lui et lui dire les conséquences réelles sans en fait mêler toutes mes émotions, toutes mes peurs, toute mon imagination. C'est très dur, hein. Je dis pas, c'est vraiment un exercice, c'est vraiment très difficile. Mais d'être parent, c'est pas facile. Parce que c'est toute l'intelligence qu'il y a entre le guide, de montrer à son enfant le chemin, c'est comme être un phare. Être un parent, c'est comme être un phare qui va amener les bateaux sur le chemin. D'accord? Je suis la lumière qui lui montre le chemin. Mais il a le choix de suivre cette lumière ou pas. C'est ça qui est difficile. Ok, d'accord. C'est-à-dire que quand tu dis il a le choix, c'est pas seulement au niveau physique que je vais lui laisser, c'est au niveau psychologique de me dire, euh, il peut ne pas prendre ce chemin et c'est ok quelque part en fait. C'est-à-dire que se Même si c'est pas libérer OK. de ses émotions. Non, c'est ok dans la mesure où C'est euh, la vie. je suis censée l'accepter, voilà, pour ne pas souffrir, pour ne pas mêler mes émotions justement, parce qu'il y a parfois des émotions, bah, on peut rien faire. Si on a peur et on va mettre une pression sur l'enfant. Et donc, ben, peut-être qu'on va couper la communication comme ça, alors qu'en fait, tout ce qu'on veut, c'est l'inverse. Et que peut-être justement pour éviter ça, alors c'est revenir à un statut émotionnel stable, de se dire, ben, il peut faire son choix et c'est comme ça que c'est la réalité, c'est comme ça et je suis pas obligée en fait d'avoir peur. Exactement. Mais pour ça, pour pouvoir neutraliser la peur, il faut avoir confiance en son enfant. Mhm. C'est-à-dire, à Confiance en nouveau, c'est vrai que tu vas dire, quand il me montre qu'il fait des bêtises, alors j'ai pas confiance en lui. Mais si on sait qu'on a donné des outils à notre enfant pour bien grandir, on lui a montré nos valeurs, il les connaît. Il y a dans l'enfant une volonté naturelle de coopérer avec les valeurs du parent. D'accord? Mhm. Et, Ok. et cette volonté naturelle, ok, c'est ce qui va le faire grandir et le faire devenir un adulte responsable. Combien on a vu d'enfants qui étaient des diables à l'adolescence, les parents qui peuvent se dire, oh là là, lui, il nous en a fait voir de toutes les couleurs, et regarde aujourd'hui, il a fondé une belle famille, Le il fait diable dans quelqu'un de l'enfant. bien, il a un travail, il assume ses responsabilités. C'est ça que je parlais tout à l'heure, de voir l'adulte en potentiel. Il y a toujours Ah, du bon dans notre enfant. Et on va se rattacher à ce bon. On va se rattacher à ces actes positifs. Et c'est comme ça qu'on va le faire grandir. Quand il va voir dans nos yeux euh, tout l'adulte en potentiel qu'il va être, qu'il peut être. d'accord. Ok. Ça veut dire pour reprendre cet exemple là de cercle vicieux, de manque de confiance qui entraîne la dépendance, qui entraîne le danger, qui entraîne le manque de confiance, là, hein, pour réussir à sortir de ce cercle, en fait, c'est réussir à voir au-delà des actes de l'enfant, en fait, de distinguer ces actes de ce qu'il est vraiment. On pourrait dire ça comme ça. Exactement. Il y a dans chacun de nous euh, une neshama tehora, d'accord, une âme pure. Maintenant, il y a beaucoup de choses et il y a beaucoup d'exercices pour renforcer cette confiance dans l'enfant. Mais des fois, l'enfant, quand il est dans une dynamique erronée avec le parent, il ne va montrer que son côté sombre, on va dire. C'est exagéré. Mais c'est vrai que des fois, avec les ados, on peut arriver à des crises vraiment difficiles où on va se concentrer sur le mal parce qu'on veut l'éradiquer. On va se concentrer sur les actions négatives de l'enfant. Et, euh, et, et c'est ça qui va nous angoisser.
c'est ça qui va nous angoisser. Je voudrais profiter maintenant de cette question pour donner un exercice. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé de dialogue avec l'enfant et tout, mais il y a des situations, des fois, qui sont tellement envenimées entre l'enfant et moi, entre l'enfant et son parent, que la maman ou le parent, le père, ça peut être le père ou la mère, n'arrive plus à voir le bon dans l'enfant. Alors évidemment que quand il y a une crise, qu'on va essayer de dialoguer, c'est bien gentil. Ok, merci. C'est à ce moment-là que je vais venir lui dire, mais tu sais, c'est pas bien de fumer, c'est qui tes copains, et c'est pas bien, et ça. Évidemment que quand je suis en plein milieu d'une crise et de colère qui reviennent jour après jour avec mon enfant, je n'arriverai pas à ouvrir ce dialogue. Et lui non plus d'ailleurs. Lui aussi, il sera trop chargé de colère contre nous. Donc, avant ça, je voudrais donner un exercice, vous proposer de choisir un enfant, un de vos ados ou votre ado, et écrire pendant une semaine, avoir toujours un petit calepin sous la main, et écrire toutes les étoiles, j'aime appeler ça les étoiles, toutes les étoiles positives de la semaine. C'est-à-dire tout ce que vous voyez de bien chez votre enfant. Ça peut être un petit comportement, il a dit merci, ça peut être qu'il a aidé son petit frère ou sa petite sœur, qu'il est allé visiter ses grands-parents, qu'il a fait ses devoirs, qu'il est allé, je sais pas, au Bnei Akiva faire du bénévolat. Chaque chose positive que vous allez voir dans son comportement. Alors, je sais, je vis pas au pays des bisounours. Je sais très bien que des fois, la relation, elle est tellement, tellement difficile et compliquée que même ces petites choses, c'est difficile de les voir et de les trouver. Alors, je vous demande de sortir les loupes et de chercher les petites étoiles quotidiennes chez vos enfants. Et vous allez voir que le premier jour, c'est difficile, le deuxième jour, c'est difficile. Et après, au fur et à mesure, on ne voit que ça. Et ça nous nettoie le cœur. Okay. On arrive à voir le bien dans notre enfant. Quand je donne cet exercice dans les ateliers que j'anime, il y a des mamans qui reviennent après une semaine, des fois, et qui disent « je n'ai rien trouvé ». C'est très difficile d'entendre ça. C'est très difficile. Ça veut dire que la maman, elle vit maintenant une situation frustrante, une situation de crise tellement forte avec son enfant qu'elle n'arrive même plus à voir le bien chez son enfant. Et sachez que ça existe et sachez que si vous êtes maintenant des mamans en souffrance, s'il y en a parmi vous, vous n'êtes pas les seuls. Mais on peut résoudre ces conflits. Et c'est un travail. Il faut se forcer des fois à voir le bien. Okay, et à l'écrire, ça aide énormément. Et après, reprendre son calepin et lire tout ça, lire les pages qu'on a remplies, ça nous remplit de bien. Ça nous remplit de bon et de bienveillance envers notre enfant. Et quand je dis ça lave le cœur, c'est-à-dire que ça ouvre notre cœur à notre enfant. Ça réapprivoisonne, ça oui. Non, attendez. Bref, pas apprivoiser que je veux dire que ça. Une idée là, du mot qui veut nous envoyer en commentaire, le mot qu'on cherche. Réapprivoise. Non, pas réapprivoise. Je veux dire comme une carte bancaire qui est vide et on veut remettre de l'argent dedans. Réapprovisionne. Réapprovisionne, voilà, merci. D'accord. C'est le mot. Donc, ça réapprovisionne notre banque d'amour. Ça remplit notre banque d'amour, de voir et de chercher le bien activement chez nos enfants. D'accord. Et alors, à partir de ce moment-là, on peut commencer à voir l'adulte en devenir sans le voir tomber dans les abîmes de la délinquance, de la drogue, de la prostitution, et puis tous les films qu'on peut se monter quand on laisse nos peurs nous guider. D'accord. Mais alors, à ce moment-là, si on voit ça, est-ce que c'est pas un peu falsifié? Puisque c'est pas un peu se voiler la face sur ce que l'enfant il est réellement en train de faire maintenant et que ça arrive. Il y a aussi beaucoup aussi, je crois, cette croyance qui est de dire que si j'arrête de voir le mal de mon enfant, le mal,
les actions négatives, et encore, pourvu que ce qu'on voit, c'est les actions négatives et qu'on ne voit pas un être négatif. Mais il y a cette peur-là de se dire que si j'arrête de voir, eh ben, je vais plus pouvoir le diriger, je vais plus pouvoir l'éduquer, je vais plus pouvoir le reprocher, en fait, ben, ce qu'il fait. Et donc, à ce moment-là, ben, c'est la débandade. Alors, comment… J'adore cette question. Elle sort à chaque fois dans tous les ateliers. Voilà, je sais que c'est une question qui est récurrente et c'est légitime, enfin, c'est naturel d'arriver à ce genre de peur. Alors quoi, tu nous dis, bah, ne regardez pas. Je veux te renvoyer la question. Regardez ce qu'ils vont faire après. Regardez comment il va être bien après. En fait, ça veut dire, ne regarde pas ce qu'il fait maintenant, mais regarde ce qu'il fera bien plus tard. Non, je dis pas ne regarde pas ça maintenant. Je dis sur quoi tu choisis de mettre ton objectif. Quand tu fais un zoom sur une jolie fleur, tu vois pas toutes les mauvaises herbes qui sont à côté. D'accord? Et c'est ça qui va te rester en mémoire et c'est ça qui va t'accompagner. C'est la jolie fleur sur laquelle tu as zoomé. Ça ne veut pas dire que les mauvaises herbes, elles n'existent pas. Ça veut dire que tu as choisi de regarder la jolie fleur. Ok? C'est comme aux informations, par exemple. Aux informations, on choisit de nous montrer les drames qui se passent dans la société. Mais est-ce que ça veut dire que toutes les actions de chesed du monde n'existent pas? Non, elles existent. Mais quand tu regardes les informations, après, tu es déprimé. Pourquoi? Parce que tu n'as vu que du mal. Okay? Donc, moi, je dis juste, elles existent, ces actions, mais de regarder, de mettre ton focus, de zoomer sur les actions positives de ton enfant et son potentiel positif, d'accord? Tu le remets en valeur. D'accord? Il y a cette dynamique dont je parlais tout à l'heure, qui est comme des ondes de radio qui passent entre nos enfants et nous sans arrêt. Et l'enfant, il se voit dans nos yeux. L'enfant, c'est tout le temps, d'accord? Il y a ce que l'enfant m'envoie par son comportement et il y a ce que moi, les ondes que je renvoie à mon enfant. Quand je vais me focaliser sur le bien qu'il y a en lui, je vais lui envoyer des ondes positives. Et c'est ça qu'il va recevoir. Parce qu'il y a un langage au-delà des paroles. D'accord. C'est-à-dire que même si finalement il n'exprime pas ce qu'il va ressentir. Même si il n'exprime pas. Exactement. Il va lui donner sa valeur intrinsèque. Ok. C'est magnifique. Alors en fait, ça veut dire que c'est bien, ça nous donne de l'espoir aussi. Est-ce que si c'est un travail qu'on n'a pas fait jusqu'à maintenant, on n'a pas toujours été positif, on ne lui a pas toujours donné des responsabilités, et puis là on arrive justement à un stade où il est en train de devenir un homme, et donc ben forcément avec les répercussions ben, de ce manque à donner. D'abord, est-ce que ça veut dire que on est coupable en fait? Il y a beaucoup de mamans qui peuvent se sentir coupables. Et puis, deuxièmement, est-ce que c'est à vous? Est-ce que c'est perdu pour l'enfant? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer l'enfant, le reconstruire quand on a dépassé certaines phases et que ben, on comprend qu'on n'a pas toujours agi comme il faudrait? Tu dirais quoi? D'abord, il y a deux choses dans ce que tu as dit. Il y a la culpabilité des parents, et ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure de la vitrine. On a envie que nos enfants se comportent bien pour nous prouver à nous qu'on a été des bons parents et qu'on a bien fait notre job. Donc ça, quand on comprend que notre responsabilité, c'est d'éduquer, mais de ne pas diriger les actes de nos enfants et qu'on n'a aucun moyen réel d'influer les actes de nos enfants, cette culpabilité, déjà, elle tombe. Une grande partie de cette culpabilité, elle tombe. Et il y a un deuxième outil qui est très important. C'est pas un outil, mais c'est à nouveau une réalité de vie. C'est qu'on n'est pas tout seul dans l'éducation de nos enfants. Et cet enfant, il a un chemin de vie. Et quoi qu'on ait pu faire, et même si on a fait des erreurs, parce qu'on est humain, ça veut dire que c'était le chemin de vie de l'enfant. Et
c'est très dur pour les mamans d'entendre ça, je sais, mais si l'enfant devait vivre une vie parfaite avec des parents qui ne font pas d'erreur, il serait né, pas chez nous les humains, mais chez les anges. Ok. Donc du fait que nous, humains, nous avons des enfants humains, c'est la preuve qu'ils sont faits pour grandir avec nos erreurs. Et c'est hyper dur pour les mamans parce qu'on est habitué à se culpabiliser, à se morfondre. Oh là là, j'ai encore crié. Oh là là, j'ai encore puni quand il fallait pas. Et le pauvre, il est tellement fragile. C'est encore un moyen, en fait, de se redonner la responsabilité, de se redonner le contrôle quelque part. C'est encore un moyen de se redonner le contrôle. Mais c'est une notion très, très catholique, en fait, de se flageller, de se dire j'ai mal agi, je suis une mauvaise mère. Alors, on croit qu'on a bonne conscience. Mais c'est seulement de faire un cheshbon nefesh, de faire une analyse de nos actes. C'est très bien, c'est très positif, mais pas aux dépens de notre enfant. Ça veut dire que ça n'a rien à voir. Je suis une maman, j'ai un rôle d'éducatrice, j'éduque. Ok, je veux être une meilleure personne et améliorer mes qualités. C'est mon travail personnel. Ok, tu veux dire ne pas que quand on a tendance à culpabiliser, bah forcément ça s'est reflété sur l'enfant, c'est reprojeté sur l'enfant. C'est ça que tu es en train de dire? Non. Donc tu as dit pas au détriment de l'enfant. Qu'est-ce que c'est que ce pas au détriment de l'enfant? Pourquoi si je l'enfant ne souffre pas, c'est-à-dire que souvent on culpabilise, voilà, comme tu as dit. Est-ce que c'est perdu? Est-ce que j'ai été une mauvaise maman en quelque sorte? C'est ce que tu sous-entendais dans ta question précédente. Me dire, si j'ai pas réussi à responsabiliser mon enfant jusqu'à maintenant, ou si je ne l'ai pas laissé faire ses expériences, est-ce que je suis une mauvaise maman? Est-ce que c'est perdu? Ce n'est jamais perdu. À nouveau, parce que l'enfant a son libre arbitre et qu'on lui a donné nos valeurs. Ok, d'accord, bah, c'est très très clair. Je pense que c'est très clair. S'il y a des questions, peut-être, c'est peut-être le moment de les poser à Axel. En attendant, ça met toujours un peu de temps à venir les questions. S'il y a des questions, en attendant, eh ben, ça tombe à pic cette interview, j'ai envie de dire, Axel, parce que bon, là, c'est un petit aperçu de toute ta bienveillance et de tout ton savoir et de cet aspect bah, tellement positif en fait de l'éducation qui est pas forcément ce qu'on a l'habitude d'entendre. C'est vrai que ben on a tendance plus à entendre des propos qui vont venir nous culpabiliser ou nous faire sentir que ben on fait pas bien comme ci ou comme ça et donc à nous redonner encore et encore et encore la responsabilité de tout ce qui peut se passer chez nos enfants. Or là, tu viens de nous ouvrir un peu une nouvelle porte beaucoup plus bienveillante et beaucoup plus positive que je pense que ça aidera énormément de mamans et que ça permettra de changer certaines choses dans les esprits. Donc ça, c'était un début. Tu continues en fait à faire ça dans tes ateliers. Tu développes davantage dans tes ateliers. Est-ce que dont un atelier que tu donnes déjà dès demain. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur tes ateliers? Alors, avec plaisir, c'est un atelier c'est un atelier donc pour les parents. J'ouvre demain une nouvelle session pour les mamans par Zoom à distance. En fait, dans l'atelier, on apprend au fur et à mesure des séances, ces 16 séances, où on apprend toute une partie théorique, accompagnée d'outils et d'idées pratiques aussi. Comment en fait apporter un nouveau regard à l'éducation qu'on veut donner à nos enfants. Si c'est la responsabilisation, comme on a parlé, les rendre plus autonomes, si c'est les disputes entre enfants, la confiance en soi de l'enfant. Il n'y a pas de sujet qu'on n'aborde pas en fait. Il n'y a pas de sujet d'éducation qu'on n'aborde pas dans l'atelier. Et on regarde tout sous un angle très très différent de ce qu'on entend aujourd'hui. Comme je vous ai dit, dans les magazines, dans les livres d'éducation, c'est vraiment, comme tu l'as si bien décrit, c'est une éducation bienveillante et qui tend, comme je vous l'ai expliqué en fait, à faire de l'enfant un adulte
heureux, équilibré et responsable. Et impliqué dans la société. Et impliqué dans la société, exactement. Et surtout, à nous libérer, c'est vraiment un atelier pour les mamans. C'est à nous de nous libérer de tout ce poids de culpabilité dont tu parlais et de cette peur. On vit en fait aujourd'hui dans notre société dans une peur permanente d'abîmer nos enfants, de les traumatiser. Il y a ce mot de traumatisme qui court sur toutes les lèvres. On a peur de traumatiser nos enfants. Alors que, voilà, que Dieu nous fait confiance pour les éduquer. Qui sommes-nous pour le remettre en question? Parfait. D'accord. Et donc, il faut avoir des enfants de quel âge pour venir à ta sadhana, à ton atelier? Ça commence à partir de quel âge, l'éducation? Tous les âges. De tous les âges. Plus tôt on commence, mieux c'est, je crois. Pardon? Plus tôt on commence, mieux c'est. Voilà, non. Alors voilà, je voudrais mettre une truc. Il y a beaucoup de mamans qui ont peur de mal faire et dès qu'elles ont un petit bébé de quelques mois, même des jeunes mamans, quand c'est leur premier enfant, qui veulent apprendre à être une bonne maman. Et moi, je leur dis à ces mamans, c'est pas pour vous cet atelier parce que vous êtes déjà des bonnes mamans. Ne venez pas apprendre comment être une bonne maman, venez résoudre vos difficultés si vous en avez. D'accord? Donc, on a peur de mal faire. Et moi, je leur dis, les mamans, suivez votre instinct et vous saurez quoi faire. Quand on a juste un petit bébé, c'est pas... Il n'y a pas tellement d'utilité de venir à cet atelier. C'est plus pour les mamans qui ont déjà 2, 3 enfants, même s'ils sont en bas âge. Ça peut leur correspondre jusqu'à l'âge de l'adolescence et même plus. Parce que j'ai envie de dire, quelle maman ne rencontre pas de difficultés, que ce soit pour les faire manger, que ce soit dans les disputes entre les enfants, que ce soit quand ils n'écoutent pas, l'âge terrible, l'enfant sandwich, enfin voilà, il est jaloux de son frère, je pense que tout à un degré ou à un autre, on rencontre des choses où notre instinct est peut-être un peu étouffé et où il faut prendre le temps de réveiller en fait la meilleure maman qui est en nous. Parce que je pense que c'est un peu le but de ton atelier. D'accord. Alors là, on a plusieurs questions, Axel. Oui. Alors, on a... Alors, attendez, je vais voir en même temps. Bon, déjà, merci beaucoup déjà pour vos encouragements. Alors, il y a Mylène qui nous dit que... Où est Mylène? Elle a disparu. Déjà... Alors, attends. Bon, en tous les cas, qui nous disait merci beaucoup, que c'était très intéressant. Et là, elle nous pose 2 questions. Elle nous dit, est-ce que les punitions et les restrictions marchent avec les adolescents ou plutôt, il faut leur redonner une chance de se rattraper? Et puis, surtout, comment réagir pour éduquer avec ce matsav de Corona? Alors, peut-être que Mylène, tu veux développer un petit peu qu'est-ce que c'est que ce matsav de Corona? Alors, j'invite de temps en temps une personne à venir carrément pour faire un petit échange avec la personne interviewée. Si Mylène a envie, dis-nous Mylène si tu es d'accord, si Axel c'est bon pour toi. Peut-être que ce serait intéressant justement que tu puisses lui parler directement. Est-ce que tu veux faire ça, Mylène? Je vois pas de réponse. Ok, alors c'est pas grave. Je vais commencer à répondre. D'accord. Alors voilà, commence à répondre à la question. Est-ce que les punitions, les restrictions marchent avec les adolescents ou alors il faut plus leur donner une chance de se rattraper? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? D'abord, j'aurais dit qu'à cet âge-là, une punition, c'est assez restrictif. C'est vraiment le laisser dans le petit âge. C'est-à-dire essayer de lui faire comprendre, en fait, une punition, c'est quoi? Une punition, c'est quand on essaye de faire comprendre à l'enfant que son acte est répréhensible. Pour lui faire comprendre ça, on utilise souvent notre force d'adulte et on donne une punition. À mon sens, la punition doit être toujours en relation avec l'acte de l'enfant. C'est-à-dire C'est-à-dire, je donne l'exemple. On peut appeler ça une punition, mais une conséquence de son acte. C'est très important cette notion de punition parce que si on exerce seulement notre pouvoir en disant je sais pas, t'es rentré à n'importe quelle heure, t'es privé de dessert, par exemple, il n'y a aucun rapport entre le fait que l'enfant est rentré tard et qu'il ne reçoit pas de dessert. Ok, on est d'accord. Donc, déjà, ça crée chez l'enfant déjà une
un ressenti négatif envers nous. D'accord? Maintenant, j'ai pas de problème avec ça, mais est-ce que avec le fait qu'il a un ressenti contre nous, c'est pas grave. Ok, ça peut arriver, on est les parents, on fait notre boulot. Mais est-ce que j'ai enseigné à l'enfant que c'est important de rentrer tôt? Est-ce qu'à l'âge où l'enfant commence à devenir adulte, j'ai pas plus intérêt à faire avec lui une sorte de contrat? C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien faire avec les ados et ce que j'aime proposer aux mamans, c'est expliquer à l'enfant. Ok, j'explique à l'enfant quelles sont les conséquences de tes actes. Tu rentres tard, d'abord je m'inquiète parce que tu ne rentres pas à l'heure qu'on a convenu ensemble. Deuxièmement, tu fatigues ton corps à l'âge où tu es en train de te développer, tu as besoin de beaucoup de sommeil. Et demain matin, tu ne seras pas capable d'assumer tes responsabilités, de te lever tôt, d'aller à l'école, peu importe. Ok, je donne l'exemple de rentrer tôt. Ça peut être n'importe quel autre exemple. Là, tu parles des adolescents, précisément. Exactement. Je parle des adolescents. Je parle d'établir un contrat commun. Tu veux rentrer tard? Ok, viens, on décide ce qui est bon pour la famille et ce qui est bon pour toi, ensemble. Une fois qu'on a établi ce contrat, on décide, au lieu de dire chaque jour tu rentres à telle heure, on peut dire, ok, je comprends que des fois tu as besoin d'un peu plus tard. Viens, on décide que 2 fois par semaine, tu me préviens, tu rentres jusqu'à telle heure. Ou faire une banque d'heures. Par exemple, ok, je te donne 3 heures en plus ou 4 heures en plus par rapport à ce planning qu'on a établi ensemble. Et tu choisis, d'accord, quand les utiliser. D'accord. Évidemment, si la règle entre le parent et l'enfant, c'est tu me préviens avant, tu me préviens avant, ou ainsi de suite. Donc déjà, là, c'est des restrictions par consensus, en fait. J'ai envie de dire contractuelles. On est tous les deux pour voir ce qui est le mieux. C'est pas que je t'impose mes restrictions, mais dans toute la logique et avec intelligence, on réfléchit ensemble où se mettre, où est les restrictions. Évidemment. C'est toujours le. Exactement, c'est exactement ça. Et on va considérer l'enfant. Quand l'enfant va se sentir considéré, quand on le fait participer à la programmation de sa propre vie, en fait, on le responsabilise et on le considère déjà en tant que personne qui est capable de juger aussi de ses actes. La balle, elle est chez lui, elle est plus chez nous. D'accord. Et donc là, en fait, on réduit instinctivement toute idée de révolte chez lui parce que en réalité, il n'a plus vraiment vers quoi se révolter, puisque un, il s'agit de son bien, et de deux, quelque part, il prend place aux décisions qui sont liées à sa vie. Parce que c'était la question je crois que de Mylène aussi, qui dit qu'elle parle justement pour les adolescents à l'âge où il peut y avoir révolte. Et que justement, comment éviter la révolte. Donc, selon ce que tu dis, c'est ça, c'est que ça devient non plus une autorité qui va venir, voilà, une figure qui va venir faire office d'autorité sur l'enfant, mais là, il y a un consensus, il y a un échange, une communication. C'est ça, d'accord. C'est aussi un moyen, en fait, de lui donner de ses responsabilités, de lui remettre, en tous les cas, ses responsabilités en face des yeux, de lui dire, tu es grand, tu peux comprendre que, et donc décide pour toi ce qui est bon pour ta vie. C'est un peu le moyen de faire. En le faisant ensemble, évidemment, de savoir qu'il y a une limite des parents et que jusqu'à cette limite, c'est ta liberté, évidemment. Ok. Alors là, elle disait justement par rapport à ce matzaf du corona, qu'ils sont un peu coincés à la maison et qu'elle a peur de leur enlever le peu de sortie qu'ils ont déjà. Donc, et pourtant, voilà, pourtant il y a un danger, pourtant, je crois que c'est ça ta question, Mylène. Comme il y a un petit décalage, alors jusqu'à ce que Mylène nous réponde. Ok, bon, la réponse va venir de toutes les façons. Alors, je voudrais juste. Alors, on t'écoute. Alors, je voulais juste préciser que cette période de corona, qui est effectivement très difficile parce qu'on est avec les enfants beaucoup plus de temps, effectivement, que ce qu'on avait l'habitude. Et donc, c'est beaucoup plus d'interaction entre nous et nos enfants. Mais c'est aussi une occasion de leur montrer qu'on a tous une responsabilité là-dedans.
parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a une maladie, parce qu'on est tous peut-être porteurs de cette maladie et que donc on peut contaminer les autres. C'est vraiment un moment crucial, d'après moi, pour leur faire sentir la responsabilité en tant qu'individu dans une société, leur faire partager cette responsabilité aussi. C'est-à-dire, voilà, pourquoi on met les masques, pourquoi on doit se protéger, pourquoi on doit protéger aussi les autres. De la même manière qu'on ne voudrait pas, chasvé shalom, que quelqu'un contamine nos grands-parents, vos grands-parents, si on parle à nos enfants, vos grands-parents, nous aussi, on doit se protéger pour ne pas contaminer les autres. Il y a des règles qui sont imposées et vous voyez, même papa et maman se plient à ces règles. C'est l'occasion aussi de voir comment on relève des défis. Voilà, le défi de l'apprentissage à distance, le défi pour nous aussi en tant que parents. Des fois, notre activité professionnelle est interrompue. Comment on y fait face? Les enfants apprennent aussi de nos comportements et de ce qu'on va parler. C'est le moment aussi de parler toutes ces situations. C'est ça, en fait, on parlait tout à l'heure d'implication dans la société. Peut-être que l'enfant, à cet âge-là, justement, il doit comprendre que si il reste à la maison ou si il doit suivre telle ou telle restriction, ça n'est pas pour nous, pour notre bien-être, mais justement par devoir, par son devoir face à la société. C'est une façon, en fait, de remplir son devoir de citoyen, lui, par rapport à la société. Puisque Mylène demande justement, en cette période de corona, comment équilibrer le fait de les éduquer correctement sans encore plus les étouffer. Je crois que la vraie éducation dans cette période de corona, c'est de leur dire oui, dans la vie, il y a des tempêtes. Oui, dans la vie, il y a des moments difficiles. Et je crois que les gens qui ont été mis face à des épreuves dans la vie savent que souvent les enfants sont beaucoup plus forts que ce qu'on croit. Et cette période de corona, ça nous montre aussi que nos enfants sont capables d'assumer ces difficultés. Ou du moins, c'est notre rôle de croire qu'ils en sont capables. Il y a des restrictions, on ne peut rien y faire. Donc, même si on veut leur alléger la vie, on va leur alléger la vie en restant positif, en étant joyeux, en trouvant dans la difficulté le bien qu'on peut y trouver. Voilà, on a beaucoup plus de temps de qualité ensemble, ou c'est l'occasion de faire des choses qu'on repoussait tout le temps, ou c'est l'occasion, je sais pas, de chaque famille va trouver ses points positifs. D'accord. Donc en fait, c'est ça. Tu es en train de dire que l'éducation, là, à ce niveau-là, elle va consister à l'aider à assumer ses responsabilités, mais en venant un peu alléger tout le côté lourd de la responsabilité, justement. C'est-à-dire que responsabilité, il y a. On peut pas les protéger de ça. Voilà, de rester à la maison, s'il y a corona, s'il y a confinement, on peut pas les protéger, c'est pas dans nos mains. Il y a beaucoup de choses qui, enfin, comme tu disais tout au long, il y a beaucoup de choses qui sont pas dans nos mains, et que c'est la vie, c'est comme ça. Il doit apprendre qu'il y a des turbulences, voilà, comme tu disais, il y a des turbulences. Mais en tous les cas, au moins, je peux venir donner alléger, venir donner un peu de douceur à tout ça. D'accord. C'est intéressant en fait cette question parce que peut-être qu'effectivement il faut se poser la question si j'ai peur de les laisser, de les coincer à la maison, ben là encore en fait je suis en train de reprendre une responsabilité de quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est-à-dire que c'est face à la société et pas moi qui les empêche de sortir. Exactement. Alors ben voilà, ben on a la réponse. Ça me fait plaisir d'entendre que ça pourrait les rendre plus forts, toutes ces épreuves du corona. J'espère en tout cas que leur futur est tellement flou. Oui, je crois que le nôtre aussi, il est flou, mais on est tous, je crois, dans un... Voilà, on traverse toute cette période de turbulence. Et là, c'est vrai que il faut, je pense que pour nous aussi, c'est difficile et on peut comprendre que c'est difficile pour nous. La vie de nos enfants.
qu'on se rappelle que leur vie va aussi comporter des défis et que c'est l'occasion de faire avec eux, de leur apprendre comment affronter des défis. Mhm. C'est ça. En fait, c'est un excellent apprentissage. Ce qui nous paraît, nous, comme quelque chose comme un poids, ça peut devenir au contraire un tremplin pour grandir davantage. D'accord. Eh ben, écoute, on te remercie de tout cœur. Tu nous as apporté vraiment énormément d'éléments à réflexion. Pour celles qui désirent participer à l'atelier nous aussi, ouais. Pour celles qui désirent participer à l'atelier d'Axel, vous pouvez la joindre. Alors, c'est un atelier à distance, Axel? Comment ça se Un passe? atelier à distance par Zoom, 16 séances. Ça commence demain soir, première séance découverte. Voilà, inscription au 054 D'accord. 3452 152 chez moi. Là. Des séances de combien de temps? Chaque séance est entre 1h et 1h30. D'accord. Dure entre 1h et 1h30. Ok. Bah, pour celles qui sont intéressées à en savoir plus, je vous invite à appeler Axel. Ou si vous avez toute question supplémentaire, je pense qu'elle sera ravie de pouvoir répondre dans la mesure du possible. Voilà. Et puis pour le reste, si vous voulez quelque chose de plus conséquent, et ben venez assister à son atelier. Vous ne pourrez en sortir que plus riche et plus forte dans votre rôle de maman. Voilà. Axel, merci beaucoup. On espère te revoir une autre fois pour un autre sujet sur l'éducation ou sur d'autres choses. Voilà. Et en tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview. Qui sera, je ne peux pas vous dire le sujet parce que je ne m'en rappelle pas. Mais en tous les cas, vous suivez sur le groupe Nashim et vous serez mis au courant. Bonne soirée à toutes. À bientôt.